Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va donc commencer par un bilan de cette semaine avec, pour commencer la semaine, avant qu'on éclate les tensions géopolitiques en Ukraine, d'abord des chiffres plutôt solides pour la zone euro, des indices d'activité notamment PMI, donc tout ce qui est indice d'activité pour le secteur manufacturier et l'activité dans les services. On a constaté pour plusieurs pays de la zone euro un rebond sensible de l'activité dans les services, donc avant qu'on éclate la crise en Ukraine, mais les indicateurs et les statistiques relevées sur les jours qui ont précédé cette crise faisaient état donc d'une activité en zone euro qui était bien orientée dans la partie des services et puis qui se maintenait toujours bien dans la partie manufacturière. C'est également ce qu'a fait ressortir le climat des affaires en Allemagne via l'indice IFO que nous avons eu en début de semaine, et qui indiquait là aussi un rebond du climat des affaires. Et puis également on a eu ce climat des affaires en France qui se maintient sur des niveaux, sur les plus hauts quasiment de 20 ans, donc clairement avant une nouvelle fois cette crise ukrainienne, et bien des indicateurs d'activité qui étaient plutôt bien orientés. Alors c'est vrai que le gros sujet de la semaine reste évidemment les tensions, et plus que les tensions, donc l'offensive militaire de la Russie en Ukraine, avec évidemment ses conséquences sur les marchés, on va en reparler. Tout d'abord ce que cela a généré au niveau des banquiers centraux, parce que souvenez-vous, les podcasts précédents, le focus était surtout fait sur les questions monétaires, et donc on a eu dans ce contexte de fortes tensions géopolitiques avec des réactions de marché assez violentes, et puis on a eu plusieurs discours de membres de la Fed et de la BCE qui ont évidemment inclut ces tensions géopolitiques dans leur scénario, en indiquant donc il y a eu des propos un petit peu moins, on va dire, agressifs forcément en termes de rhétorique monétaire, pas pour faire marche arrière, c'est pas non plus ce qu'on a senti, simplement la nécessité avant de prendre une décision plus importante, et bien d'évaluer tout simplement les conséquences de cette crise pour l'économie européenne, pour l'économie mondiale, sachant évidemment que les banquiers centraux, comme pour les observateurs, eh bien, ça se déroule un petit peu au jour le jour, en fonction des événements et des informations qui parviennent au marché et aux banques centrales. Donc un jugement qui va être évolutif, mais avec des réunions qui approchent, notamment celle de la Fed d'ici quelques jours, où la décision va devoir être prise donc sur le relèvement de taux. Et de ce côté-là, on voit que les marchés ont également révisé un petit peu à la baisse leurs anticipations concernant la première hausse de taux de la Fed. Jusqu'à présent, on avait, avant donc qu'on éclate la crise ukrainienne, il y avait des probabilités de hausse de taux de 50 points de base, c'est-à-dire de 0,5% d'un coup, ce qui est plutôt inhabituel. Normalement, quand les banques centrales remontent leur taux, la Fed, c'est 0,25, 0,25, 0,25, voilà, c'est par tranche de 0,25. Là, les probabilités il y a quelques jours d'une hausse de taux de 0,50% d'un coup étaient proches de 100%, et puis avec l'éclatement des tensions géopolitiques, eh bien, ces probabilités sont tombées en fin de semaine aux alentours de 16%. Donc le marché pense qu'il y aura quand même une hausse de taux de la Fed au mois de mars, mais que, en tout cas, il est moins convaincu que ce sera 50 points de base donc d'un coup. Donc ça, c'est un élément important. On a vu également les conséquences de ces redressements de taux aux États-Unis, notamment dans le cadre de ces prix qui restent élevés et de cette rhétorique bien plus musclée des banquiers centraux qui ont fait relever les taux, donc se redresser les taux, aussi bien les taux courts que les taux longs. Et bien ça a un impact déjà sur le marché immobilier. On a vu par exemple que le niveau de taux de crédit hypothécaire à 30 ans, donc avait dépassé les 4%, ce qui était son plus haut niveau depuis 2019. Et puis on remarque également sur les données hebdomadaires que les demandes de crédit hypothécaire, donc les demandes de financement hypothécaire aux États-Unis, eh bien ces derniers jours sont tombées sur leur plus bas niveau depuis 2020. Donc on a un effet qui est visible indirectement sur la demande de crédit aux États-Unis, à la fois le prix cher de l'immobilier doublé d'un redressement des taux, et bien ça génère, ce qui est assez logique, un tassement de la demande de crédit, donc probablement aussi un petit tassement du marché immobilier, mais qui n'était pas forcément non souhaité par la Fed. Probablement que dans les arguments avancés jusqu'à présent pour faire réagir les marchés, pour indiquer que la politique monétaire allait changer de manière assez dynamique, et bien la volonté était aussi d'abord d'envoyer un message, ça on l'avait bien expliqué, un message oral d'abord, mais qui a une influence directement sur les marchés, avant même que les hausses de taux concrètes de la Fed n'interviennent. Le simple fait de parler, eh bien, ça avait eu un impact baissier pour les marchés, ça avait calmé certains actifs financiers, donc là la Fed avait
potentiellement voulu jouer cet apaisement de certaines zones de marché qui étaient un petit peu en surchauffe, et puis ça joue aussi un rôle donc pour le marché immobilier, et la Fed probablement cherche aussi à calmer un petit peu certaines dynamiques qui étaient peut-être un peu trop rapides, un peu trop fortes avant les 2 dernières années. Donc de ce côté-là, l'action de la Fed jusqu'à présent produit des effets qui sont plutôt sains et plutôt normaux, sans réelles conséquences. Les vraies conséquences, effectivement, là on les a vues en tout cas d'un point de vue pour les marchés, je parle, les conséquences fortes de hausse de volatilité, c'est évidemment lié à l'invasion ukrainienne par la Russie. Alors, quelques données de volatilité cette semaine. On a une volatilité sur les marchés européens et américains, surtout les marchés européens qui sont quand même plus sensibles à ça, une volatilité qui est montée aux alentours de 40 de volatilité sur les indices européens. Donc pour donner un repère, pendant la crise Covid, on était monté aux alentours de 90 sur la volatilité, donc au tout début, au mois de février-mars, il y a eu un pic de volatilité à 90, qui est à peu près les niveaux qu'on retrouvait également pendant la crise des subprimes également, cette volatilité à 90. Donc là, à 40, on parle d'un gros stress effectivement de marché, mais c'est pas quand même de la panique pour autant, ce ne sont pas des niveaux de volatilité qui indiquent des moments de panique, c'est quand même de la couverture, les indices de volatilité sont des indices qui montrent les niveaux de couverture recherchés par les investisseurs, et les degrés de stress donc des investisseurs, c'est un gros stress, c'est pas encore de la panique, on voit d'ailleurs que cette semaine c'est surtout les marchés actions qui ont reculé de manière assez marquée, même si ça s'est un petit peu repris en fin de semaine. C'est surtout sur le marché action qu'on a eu les gros mouvements. On a vu évidemment le taux 10 ans allemand partir un petit peu à la baisse, signe qu'il y avait de la demande pour les obligations allemandes, ce qui est une valeur refuge assez habituelle en période de stress, mais on ne peut pas non plus dire qu'il y a eu un effondrement des taux allemands à 10 ans, signe d'une ruée vers le Bund. Ça a été de la demande pour les actifs allemands qui a fait baisser un petit peu le rendement du Bund, mais on ne peut pas parler non plus d'une ruée, d'une panique vers les actifs allemands pour marquer le risque. Également au niveau des devises, on a vu que l'euro par rapport au dollar avait donc un petit peu baissé, était tombé brièvement sous les 1,12 avant de repartir un peu dessus, mais c'est quand même très stable. Il n'y a pas eu de gros mouvements sur le marché des changes pour la partie européenne. Les grosses conséquences sont surtout pour les marchés russes, évidemment. La bourse russe a perdu quasiment 50% sur la semaine avant de se reprendre un petit peu. Le rouble est tombé sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis même avant la crise Covid, donc c'est surtout les actifs russes évidemment qui ont évidemment énormément décalé à la baisse. Le taux 10 ans de la Russie par exemple est monté à plus de 14% cette semaine, c'est-à-dire que les dernières fois ou les seules fois où on est monté aussi haut sur les taux 10 ans russes, c'était pendant la crise des subprimes et au moment de la première vague de sanctions qu'il y avait eu contre la Russie lorsqu'elle avait annexé la Crimée, donc 2014-2015. Donc c'est surtout les actifs russes qui ont beaucoup bougé, mais là les places mondiales ont quand même réagi assez sensiblement. Ça réagit également par rapport à des sanctions d'un côté décidé, donc sans parler trop de cette crise, mais on a eu des sanctions d'un côté prononcé, plusieurs volets de sanctions, le gel des avoirs des banques, des avoirs des banques russes, plus de possibilités pour la Russie de lever de la dette sur les marchés de capitaux britanniques. Plus de possibilité de se financer sur ces marchés internationaux. Donc voilà, des premières vagues de sanctions qui pour l'instant ne coupent pas l'accès de la Russie au système de paiement SWIFT, paiement en dollars SWIFT, donc ça c'est quand même une arme redoutable si elle était activée, mais le problème c'est que c'est une arme à double tranchant évidemment, pour l'Europe notamment, c'est que si on coupe l'accès de la Russie à SWIFT, les entreprises européennes ne peuvent plus régler leurs factures de livraison de pétrole et de gaz russe, et donc plus de livraison de la Russie évidemment, qui se servira de cet argument pour ne plus livrer l'Europe en matière première. Donc c'est une arme évidemment très sensible qui sera maniée si effectivement l'escalade se poursuit en Ukraine. Pour l'instant, déjà sur les sanctions qui normalement auront quand même un effet sur l'économie russe, mais de manière progressive, avec notamment des interdictions de certaines exportations de produits high-tech ou de matériaux permettant de l'extraction de matières premières par exemple. Donc c'est quand même des sanctions qui sont plutôt ciblées pour l'instant. On voit que l'Europe également cherche à pénaliser directement les responsables politiques russes par le gel des avoirs, que ce soit aussi bien le président russe, son ministre des Affaires étrangères, puis plusieurs oligarques, donc plusieurs mesures ciblant le patrimoine directement des responsables politiques russes. Donc voilà, plusieurs degrés de sanctions. Les marchés sont un petit peu repris en cette fin de semaine parce qu'on a vu, on voit que pour l'instant, la Russie ne bénéficie pas d'un soutien du côté de ses alliés important. On a déjà vu au milieu de la semaine la Turquie qui indiquait qu'elle ne s'alignait pas derrière la Russie par rapport à cette question de l'Ukraine, donc elle ne soutenait pas les opérations de la Russie en Ukraine. Et puis plus récemment, donc en cette fin de semaine, c'est la Chine qui s'exprimait, alors bon, de manière assez neutre quand même, indiquant que la Chine reconnaissait la souveraineté de l'Ukraine, toutefois qu'elle condamnait les actions unilatérales, selon elle, prises par l'Europe et les États-Unis contre la Russie. Donc on alterne un petit peu le chaud et le froid par rapport à ça, mais on a quand même vu là en fin de semaine que
la Chine avait freiné le financement des achats de matières premières russes par les entités chinoises qui importent des matières premières russes. Elle avait demandé aux banques en gros de ne pas financer de manière trop importante les achats de matières premières russes. Donc c'est une manière aussi de montrer que la Chine est vigilante aux sanctions internationales et surtout ce que je pense très clairement, c'est que la Chine n'a absolument pas intérêt à ce que la situation dégénère sur le plan géopolitique, parce qu'évidemment d'un point de vue économique mondial ça aurait des effets probablement récessifs. Et la Chine, on l'avait déjà bien expliqué dans les podcasts précédents, a traversé une phase de ralentissement économique assez marquée, qui était à la fois liée à une demande intérieure un peu terne, par rapport à des problèmes notamment sur le marché de l'immobilier, donc une dynamique intérieure qui est assez faible, qui était entretenue par une politique zéro Covid en vue des Jeux Olympiques. Donc maintenant que les Jeux Olympiques sont terminés et que la Russie a fait son mouvement en Ukraine, la Chine montre quand même qu'elle ne veut pas que ça aille trop loin, parce qu'elle a besoin, justement dans ces moments de ralentissement de sa demande intérieure, elle a besoin d'avoir un moteur export qui tourne fort, et pour que le moteur export tourne, il faut que la dynamique mondiale soit bonne en Europe, aux États-Unis. Donc si le contexte devient récessif sur fond de crainte géopolitique, ça deviendra un frein au retour de la croissance en Chine, en tout cas à l'accélération de la croissance en Chine. Donc il est tout à fait possible que la Chine cherche à calmer un petit peu l'allié russe durant cette phase-là. On a également vu du côté de l'Europe des réactions politiques assez fortes, notamment celle de Mario Draghi pour l'Italie, qui a indiqué qu'il fallait se préparer, donc ça ne veut pas dire que c'est probable, mais il a indiqué qu'il fallait se préparer à une crise énergétique et s'apprêter à moduler la répartition de l'énergie en préparant potentiellement des coupures pour le secteur industriel si on devait traverser une crise énergétique. Donc c'est aussi un moyen d'envoyer des messages à la Russie pour dire l'Europe, si on doit aller jusqu'à interdire l'accès à SWIFT à la Russie et puis donc ne plus être livré temporairement en pétrole et en gaz, il faudra composer avec cette nouvelle situation sur le front énergétique. Mais c'est aussi un moyen d'envoyer un message à la Russie pour dire l'Europe c'est pas une voix unie pour l'instant, mais en tout cas Draghi a envoyé des mots relativement forts ce matin sur ce plan-là. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur le résumé de cette semaine. Donc une volatilité qui est un petit peu retombée en fin de semaine. On a également vu tout ce qui est valeur très défensive, l'once d'or notamment, qui est monté sur des niveaux qu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois. L'once d'or est un petit peu retombée là en fin de semaine. Idem pour le pétrole, que ce soit le Brent ou le WTI, les deux mesures du pétrole, donc les deux prix du pétrole, Brent et WTI, qui sont tous les deux montés au-dessus de $100 cette semaine, sont retombés sous les $100 en cette fin de semaine, en même temps que la petite détente qu'on a observée sur les marchés actions qui ont un petit peu rebondi en Europe et aux États-Unis. La semaine prochaine, un programme qui va tourner autour de toujours des questions géopolitiques, évidemment, ça restera le gros fil d'actualité pour les marchés, c'est surtout ça le moteur pour les marchés en ce moment, mais on se verra quand même des indicateurs d'activité, notamment donc tout ce qui est indicateur ISM la semaine prochaine aux États-Unis. Ce sera mardi pour l'ISM manufacturier. On aura également jeudi l'activité dans les services pour les États-Unis, l'ISM service. On aura également pour la Chine, ça on va le surveiller, ce sera mardi des indicateurs d'activité éminemment importants. On vient d'expliquer pourquoi. Donc parce que la Chine est dans une dynamique où elle doit voir son activité rebondir maintenant, et donc on va mesurer là à la fois les PMI pour la partie manufacturière et pour la partie service. Donc les PMI, on rappelle, sont des indices qui permettent de mesurer les degrés d'activité dans ces deux secteurs. Donc là ce sera pour la Chine mardi. On aura également donc, on le disait, les indicateurs ISM. Mercredi, ce sera la réunion de l'OPEP, donc évidemment aussi important dans cette phase où pour l'instant l'OPEP n'a pas bougé ses niveaux de production malgré les tensions sur les prix du pétrole. A noter quand même que les États-Unis ont annoncé un nouvel accès aux stocks stratégiques de pétrole, ce qui a aussi permis de détendre un petit peu les tensions sur le prix de l'énergie. L'OPEP donc sera attendu mercredi, voir un petit peu sa position par rapport à cette situation géopolitique. On aura également les interventions de Jérôme Powell sur 2 jours, ce sera mercredi et jeudi, donc Jérôme Powell pour la Fed, et puis on aura ensuite toutes les données liées à l'emploi, notamment vendredi avec le rapport sur l'emploi américain. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.